Bonsoir Marisol Touraine. Bonsoir. Je précise pour ceux qui nous écoutent que cette émission est également retransmise sur BFM Business, à la télé et à la radio. Vous êtes donc ministre des Affaires sociales et de la Santé et que d'actualité. On va parler de tout ça avec vous. J'ai juste 2-3 questions politiques à vous poser tout d'abord. Ségolène Royal, hier, dans les colonnes de notre confrère Le Monde, a donné des conseils à François Hollande, lui a demandé d'être plus explicatif sur ses objectifs, de tracer la route, de fixer l'ambition. Elle a raison ? Elle a en même temps dit très clairement que l'action au gouvernement était une réussite et que les 5 premiers mois d'activité gouvernementale étaient un succès. Mais elle veut plus. Qu'il s'agissait de rétablir la confiance, de prendre des mesures dans l'urgence, et des mesures d'urgence, nous en avons prises. La revalorisation de l'allocation de rentrée scolaire, le retour partiel à la retraite à 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler jeunes. Donc nous avons pris des mesures d'urgence et maintenant, nous l'avons toujours dit, nous devons engager des réformes de fond. Des réformes de fond parce que l'objectif, c'est quoi? C'est de redresser notre pays, notre économie, et en même temps de le faire dans le respect du pacte social. Parce que, vous savez, on entend parfois à droite de l'échiquier politique, des hommes, des femmes expliquer qu'il faudrait au fond aller vers plus d'économie, être plus strict ou plus rigoureux dans la gestion financière. Et ça veut dire quoi très concrètement? Ça veut dire qu'on nous appelle à diminuer le pacte social, à réduire les retraites, réduire l'assurance maladie, réduire la prise en charge. Et on va parler de tout ça, mais est-ce que vous trouvez que François Hollande fixe suffisamment la route, fixe suffisamment les objectifs ? Très clairement, il a indiqué à plusieurs reprises et de façon forte, de façon cohérente, que l'objectif, c'était le redressement, qu'il y avait un agenda du redressement qui allait nous occuper, faire en sorte que nous puissions prendre les bonnes mesures au bon moment pour sortir notamment la France de la période de chômage qu'elle traverse de façon difficile actuellement, et le faire dans le respect de notre pacte social et bien sûr du pacte républicain. Au mois d'août, vous-même, vous aviez été la seule ministre finalement à être un peu critique à l'égard de Jean-Marc Ayrault en disant qu'il se coule trop dans les costumes de François Fillon. Il devrait comprendre qu'avec un président normal comme François Hollande, il faut qu'un Premier ministre soit plus opérationnel que cela. Il a changé ? Nous sommes pleinement engagés dans l'action gouvernementale aujourd'hui, derrière Jean-Marc Ayrault, pour appliquer le projet du président de la République. Franchement, je crois qu'aujourd'hui, personne, je dis bien personne, ne met en cause l'autorité, l'engagement, l'implication du Premier ministre. Vous êtes fait taper sur les doigts à l'époque ? Non, c'est absolument pas le sujet. Concrètement, y a-t-il une seule mesure gouvernementale qui n'ait pas été arbitrée par le Premier ministre? Il n'y en a pas. C'est-à-dire que la politique qui est fixée, elle est celle qu'il détermine, après un dialogue évidemment avec les ministres concernés, mais qu'il détermine. Je crois que nous sommes franchement pleinement engagés, pleinement impliqués pour rassembler le pays. Parce que vous savez, ce que nous avons vécu au cours des dernières années, du fait de la politique de la droite, du fait de la crise, c'est l'apparition de multiples fissures dans le pays. Notre pacte républicain est mis à mal et on l'a malheureusement encore vu hier avec l'invasion de la mosquée de Poitiers par un groupuscule d'extrême droite. On voit que le pacte social est malmené, on voit qu'il y a des inquiétudes dans le pays. Eh bien, nous le disons, il faut y répondre par des mesures d'urgence, il faut aussi y répondre par des politiques de fond et c'est ce que nous faisons. Très vite, parmi les jeunes cadras et quinquas du gouvernement, vous êtes avec Pierre Moscovici, Manuel Valls et Arnaud Montebourg, souvent cités comme une remplaçante possible de Jean-Marc Ayrault. C'est valorisant ? Ça n'a absolument aucun sens et je trouve ça totalement absurde. Nous avons un Premier ministre, un bon Premier ministre, un gouvernement qui gouverne, qui avance. Franchement, laissons ces petits jeux d'appareils qui n'ont absolument aucun intérêt. À propos d'Arnaud Montebourg, il a été montré cette semaine à la une du magazine du Parisien en marinière. Il a voulu mettre en avant les produits français. Laurence Parisot l'a trouvé sexy. C'est votre avis aussi, en marinière ? En tout cas, il mouille le maillot. Si quelqu'un en doutait, c'était la preuve par l'image qu'il donne effectivement fortement, il s'implique fortement dans la politique qu'il promeut. Allez, on va parler de choses malheureusement plus graves. Il y a eu ce drame de vendredi où des parents ou des futurs parents ont perdu le bébé qu'ils attendaient alors qu'ils se dirigeaient vers une maternité située à plus d'1 heure de leur logement. Est-ce que vous avez des détails complémentaires ?
C'est évidemment une situation dramatique et il est insupportable de voir une mère, un couple perdre un enfant dans de telles circonstances. C'est inacceptable et c'est insupportable, je le dis avec force. Le président de la République lui-même a indiqué hier dans un discours qu'il prononçait devant la Mutualité française que nous ne pouvions pas accepter de telles situations. Pour autant, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai immédiatement à sa demande engagé une enquête qui a commencé hier après-midi et se poursuit. Il y a beaucoup de questions autour de cette affaire. Et donc moi, je ne veux pas apporter de réponse, disons, trop rapidement. Cette femme qui avait manifestement une grossesse à risque, a-t-elle été prise en charge dans les bonnes conditions? Cet enfant était très prématuré et de très petite taille, et donc, la maternité de Brive n'était pas la plus proche du domicile des parents. On peut donc s'interroger, se poser des questions, l'enquête devra y répondre, mais au-delà du cas dramatique, personnel de ce couple et de cet accident, il y a évidemment un enjeu majeur autour des déserts médicaux, et c'est à cela qu'il va falloir apporter des réponses. On parlera dans la deuxième partie de l'émission des déserts médicaux, enfin dans la séquence suivante, plus exactement, dans quelques instants, mais déjà, les gynécologues disent, mais attendez, on a voulu, au nom de la sécurité, fermer des maternités qui ne pratiquaient pas suffisamment d'accouchement, et on a créé à la place des usines à bébés où on fait des accouchements comme ça, à la va-vite, et qui ne sont pas plus sûrs. J'appelle ces médecins à un peu de modération, parce qu'en même temps, lorsque dans des petits établissements, il y a des postes vacants, il y a de très grandes difficultés pour trouver des médecins qui acceptent de s'y rendre, d'y aller, de s'y installer et de prendre les postes. Donc je veux dire que les situations sont plus complexes qu'elles n'en ont l'air. Dans les toutes petites maternités, les médecins sont de moins en moins nombreux à vouloir exercer, et c'est une difficulté qu'il nous faut prendre en compte. Donc il n'y a pas d'usine à bébés, il nous faut évidemment garantir qu'il y aura des maternités à proximité, des maternités capables de prendre en charge des accouchements en situation fréquente. Les gynécologues et obstétriciens demandent également un débat global sur la question, avec consultation dans laquelle ils seraient évidemment impliqués, et en attendant un moratoire sur la fermeture des maternités. Est-ce que vous êtes d'accord? Il n'y a pas de fermeture aujourd'hui qui soit identifiée. Il y a des établissements, par exemple, un problème. Il y a quelques établissements dans lesquels il n'y a pas de médecin, je le répète, et donc j'ai moi-même prononcé pour l'établissement que vous indiquez un moratoire pour donner le temps à cette maternité de trouver des médecins. Donc, si on trouve des médecins, les maternités peuvent fonctionner. Mais vous avouerez qu'il n'est quand même pas recommandé de faire fonctionner des maternités sans professionnels de santé. Alors, autre question d'actualité, c'est les dépassements d'honoraires. Donc, avant de détailler les raisons pour lesquelles il peut y avoir des dépassements d'honoraires, juste quelques points concernant la négociation en cours. Est-ce que demain soir, c'est le délai ultime, ou est-ce qu'il peut y avoir encore des prolongations dans les discussions ? Je souhaite que la séance de demain soir soit conclusive, dans un sens ou dans un autre. Et je le dis, je souhaite qu'un accord soit trouvé. Je le souhaite fortement, qu'un bon accord soit trouvé. Évidemment, si c'est pas un ultimatum tout à fait, quand même. Si on ne trouve pas d'accord satisfaisant, je ne serai pas en mesure de l'accepter ou de l'agréer. Mais je souhaite que demain, cette séance soit conclusive. Il me semble que vient un moment où chacun doit assumer ses responsabilités. Si la séance ne devait pas permettre de déboucher sur l'adoption d'un accord, eh bien, je l'ai dit, le président de la République l'a répété, l'a confirmé, il y aura une loi. Est-ce que le projet de loi est déjà prêt ? Il y a un texte de loi qui peut sans doute être amélioré, mais qui est prêt, oui. Et qui indique que, par exemple, le plafond du dépassement excessif est à 70 € hors de Paris? Cette discussion fait l'objet de propositions dans le cadre même de la négociation. Il y aura évidemment, que ce soit dans l'avenant ou à côté de l'avenant de la négociation ou dans la loi, il y aura évidemment un seuil fixé pour ce qu'on appelle les dépassements abusifs, c'est-à-dire les 5000 médecins environ en France qui pratiquent des tarifs complètement aberrants.
il y aura la référence à un chiffre. Il y aura un chiffre qui servira de référence, qui sera envoyé aux médecins. MG France, qui est un syndicat de médecins qui n'est pas hostile au gouvernement, dit « Mais attendez, là quand même, il faudrait prendre les choses par le bon bout et finalement obtenir une augmentation régulière et conséquente des tarifs des consultations du secteur 1 pour éviter donc les dépassements excessifs et avec de meilleurs remboursements par la sécurité sociale et non pas par les mutuelles. » Oui, mais des propositions dans ce sens sont sur la table dans le cadre de la négociation. Évidemment, les tarifs qui sont pratiqués en secteur 1, pour certains d'entre eux, sont manifestement insuffisants. Pour autant, cela fait des années que cette question est sur la table et on ne va pas régler la question des tarifs, qui plus est en situation économique difficile, d'un coup de baguette magique, je le dis. Et donc ce syndicat, avec qui je parle très régulièrement, est d'ailleurs parfaitement conscient de cette situation. Et ce qu'il demande, c'est au fond que nous nous engagions dans une perspective de convergence. Je crois que c'est évidemment cette perspective-là qu'il faut retenir. Vous avez confié à une conseillère d'État une mission concernant les dépassements des honoraires à l'hôpital, c'est-à-dire la pratique de la médecine libre par certains grands pontes à l'hôpital. Je ne vais pas vous demander des détails là-dessus, parce que donc la mission... Mais votre objectif, c'est d'interdire la médecine libérale à l'hôpital ou pas? Non, il ne s'agit pas d'interdire le secteur privé à l'hôpital. Il s'agit de définir plus précisément des règles et de voir comment l'accord, la négociation ou bien la loi trouveront leur prolongement dans l'hôpital public ou à l'hôpital public. À l'hôpital public, la question des tarifs est une question sensible dans un certain nombre de cas. C'est aussi un enjeu pour l'accès à la consultation. Ce qui n'est pas acceptable, c'est qu'on vous demande de payer plus cher pour avoir un rendez-vous plus vite. Ça, évidemment, on ne peut pas le tolérer et c'est l'ensemble de ces éléments dont j'ai demandé à Dominique Laurent, cette conseillère d'État que vous évoquiez, qu'elle se saisisse. On va passer dans un instant à la deuxième séquence et là on verra quel type de médecine, quelle organisation, les déserts médicaux, les rémunérations, pourquoi les médecins font-ils des dépassements d'honoraires. À tout de suite.